Bonjour à tous, donc je suis Cédric Sahu, je suis le directeur commercial de Moonshot Insurance. Donc je vais vous dire deux mots en effet sur Moonshot. Donc Moonshot, c'est au départ un projet d'intrapreneuriat au sein de Société Générale Assurance, né en 2017, filialisé en 2018 avec l'obtention d'agréments, donc filialisé notamment pour garder toute cette agilité que doit avoir une start-up. Ensuite, staffing de tous les postes clés d'une AssureTech, hein, donc des actuaires, une ressource legal, du marketing, des sales et évidemment une grosse équipe IT parce qu'on est d'abord une AssureTech. Et donc on a adopté un modèle assez spécifique d'assurance contextuelle. C'est vraiment ça notre positionnement. Modèle inspiré d'ailleurs d'un modèle asiatique qui s'appelle Zungan, très gros acteur en Asie. Puis donc la structure a grossi, signé des premiers clients. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes et on a donc toujours cet actionnaire historique qui est Société Générale Assurance et un nouvel actionnaire qui est rentré l'année dernière, qui est une boîte de tech indienne et US qui nous aide notamment dans le développement de techno d'IA, voilà, en particulier d'IA, qui s'appelle Rozen, je n'ai pas cité son nom. Bonjour, donc moi je suis Eric Lassus, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Trisor, qui est une plateforme dite Bank as a Service, qui est issue d'un projet un peu fou, d'une première start-up qui avait atteint ses limites réglementaires et techniques et qui a évolué vers une plateforme qui a vocation de construire des néobanques ou construire des fintechs en mettant à disposition tout un set d'API sur l'Europe qui permet de fournir tous les services de paiement et réglementaires, donc voilà, de la carte, du flux, du KYC, du virement instantané, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire avec une plateforme apaisée. Donc nous avons fait un démarrage assez fulgurant dans les années 2016-2017 et nous avons été rachetés par la Société Générale en 2019. Et depuis, on solidifie un peu nos positions. Nous sommes présents en Allemagne, en Italie, en Espagne, et on continue gentiment à construire cette plateforme au service. On dit souvent que Trisor, c'est la fintech des fintechs. Aujourd'hui, on est un petit peu la fintech pour les autres projets financiers, on va dire, parce qu'on a maintenant des corporates et des banques dans nos portefeuilles clients. Mais on garde ce rôle un petit peu d'enabler, quoi. On vient nous voir pour fabriquer des projets. Et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent voir le jour en se chargeant du back-end, alors que nos clients se chargent davantage du front-end. Merci beaucoup, messieurs. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, dans les cas d'usage, est-ce qu'on peut rappeler quelques petites définitions? Est-ce que du coup, Cédric, tu veux bien nous rappeler la définition de l'assurance embarquée et de l'assurance contextuelle, s'il te plaît? Oui, c'est bien en effet peut-être de remettre des définitions sur ces mots-là, sur l'embedded qui est devenu un vrai buzzword, hein. D'ailleurs, on l'entend partout. Si on regarde un tout petit peu dans le rétro, finalement, cette notion d'assurance embarquée, on la retrouve de façon assez lointaine dans un modèle traditionnel de banque assurance qui proposait sur des cartes de mettre des assurances. Alors c'était du one size fits all, tout le monde avait la même assurance dès lors que vous aviez la même carte. Pas très personnalisé, mais il y avait déjà ces assurances embarquées sur des services financiers. Donc ça, c'était la première étape. Mastercard a fait quelque chose d'un peu plus malin juste après en proposant une espèce de menu qui permettait de personnaliser son offre d'assurance avec un système de points. J'ai 20 points, je choisis mes 3-4 assurances pour ce barème-là. Et puis est venue l'ère de l'open banking qui a ouvert plein de possibilités, de la lecture de données, de la personnalisation de ce qu'on va pouvoir proposer à chacun des clients. Et donc là, en effet, on va commencer à faire des choses assez smart avec la possibilité de couvrir le bon niveau de risque pour des comportements donnés, pour des clients donnés. On a ajouté quelque chose de plus intéressant encore, c'est la contextualisation. Donc la contextualisation, c'est finalement amener de la proactivité en plus et une approche servicielle. Je vais prendre un exemple super court pour vous l'expliquer. J'ai un client qui est assuré, qui va voyager. Je sais sur quel vol il va voyager. Je vais suivre son vol en temps réel. Je suis capable de détecter un incident sur le parcours, d'informer proactivement ce client que son vol est en retard, et parce que je sais même qu'il est dans un aéroport où il y a un lounge, de lui envoyer un voucher pour qu'il accède au lounge, plutôt que de lui dire tu gagneras peut-être 100 ou 200 euros dans 3 mois quand tu auras fait une réclamation.
Donc c'est ça l'étape d'après. La donnée, elle va être utile. Et effectivement, l'open banking a ouvert un champ des possibles super intéressant pour ça. Personnaliser l'offre. L'étape d'après pour les assureurs, c'est de personnaliser la capacité d'envoyer un bénéfice quand il y a un aléa qui arrive. Merci beaucoup Cédric. Est-ce que de ton côté, Eric, tu peux nous dire quelques mots sur le banking as a service pour l'audience, pour vulgariser un peu le banking as a service? Alors, bon, déjà, l'idée, en fait, c'est d'être capable de fournir des services bancaires. Alors, est-ce que l'assurance étant un service bancaire, hein, comme le crédit aujourd'hui, comme tu viens de le dire, en fait, quand on dispose de la monétique et des données, alors là, avec l'open banking, en fait, on peut avoir des données de compte, mais nous, en tant que plateforme, on va quand même encore plus bas parce qu'on gère les flux. Donc, on va très loin dans le détail de la data. C'est vrai que ça nous permet de pouvoir imaginer, proposer des services bancaires et non pas des services à la Trésor, des services plutôt à la Société Générale, quoi. Et d'où l'intérêt d'ailleurs du groupe de racheter une société comme Trésor, qui était de construire des canaux de distribution un peu différents, puisque via Trésor, vous avez une centaine de fintech à date qui sont connectés, et derrière ces fintech, vous avez des millions d'utilisateurs finaux. Et à la fin, l'idée que nous avons derrière, c'est d'aider nos clients à proposer de la valeur et de devenir un peu une espèce de factory en service bancaire qu'on va pour proposer au client final, qui n'est pas complètement notre client final en fait. Et donc c'est là-dessus qu'on se retrouve au sein du groupe SocGen avec les filiales telles que Moonshot. On passe pas mal de temps à essayer de réfléchir, bon, quelle est la valeur qu'on pourrait construire ensemble et la proposer éventuellement aux clients de Trésor pour qu'ils puissent eux-mêmes la proposer à leurs clients. Et typiquement, ce qu'on vient de dire est intéressant. Nous, on a 40% de néobanques dans notre catalogue. On peut essayer en fonction de la comment dire, les néobanques sont assez fragmentées. En fait, aujourd'hui, j'aime à dire que il y a la banque des jeunes, il y a la banque des plus vieux, il y a la banque des étudiants. Enfin, bref, on peut imaginer. Enfin, il y a une espèce de fragmentation du marché qui fait que il est possible de savoir proposer en fonction de la data dont on dispose, et si le client le souhaite, hein, des services très, très précis, très sur mesure et éventuellement contextuels. Et ça, c'est un travail qui est possible grâce à ces schémas ouverts, quoi. Super, mais très concrètement, imaginons que demain, si on prend l'exemple de la néobanque, quel cas d'usage possible on peut voir sur de l'assurance embarquée? Est-ce qu'il y a des exemples intéressants de use case que tu peux partager Alors, avec nous du coup? ça va dépendre de la néobanque. Si c'est une néobanque pour les jeunes, j'imagine qu'on va réfléchir à leur assurer leur device ou peut-être on peut aussi les assurer sur. Enfin, on peut imaginer des assurances, je sais pas, sur le sport, sur les devices, sur des sorties, sur des events, etc. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que quand on commence à réfléchir sur un certain nombre de cas d'usage, on est nos limites. Alors je me rappelle une époque avec Moonshot, on discutait, on travaillait sur des cas d'usage assez fous du style, je m'adresse à un jeune, il est fan du PSG, je lui assure un match nul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a match nul, je rembourse son billet. Voilà, on peut imaginer des trucs fous. Alors après, on peut décliner, mais c'est dire que voilà, on peut être aussi, on peut faire des choses comme ça, à la fois très précises. Après, on peut aussi évidemment aller chercher des assurances sur des financements, etc. Donc, voilà, je dirais, bon, il y a quand même des limites parce qu'elles sont posées par le régulateur. On peut pas faire tout n'importe quoi, et puis il faut qu'il y ait un sens économique au sujet. Mais globalement, voilà, sur la partie néobanque, en fonction de la niche de la néobanque, hein, encore une fois, les jeunes, les plus adultes, les étudiants, etc. On peut ouvrir les possibles, hein, les voyages. Donc, quand on a parlé, c'est intéressant. On a aujourd'hui, parce que tout le monde se met tout le monde s'ouvre. Donc, les compagnies aériennes s'ouvrent, les assurances s'ouvrent, les banques s'ouvrent, etc. Donc, on peut aller chercher en API un maximum de data. Et donc, si on a cette capacité d'agréger des choses, on peut imaginer des parcours clients très intéressants et savoir intervenir au bon moment, quoi. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent en tête du coup, ton côté, Cédric? Et Eric l'a dit, sur les banques jeunes, en effet, c'est un champ intéressant à exploiter. Quand on réfléchit aux besoins d'un jeune, en effet, à ce qu'on doit protéger, son smartphone est évidemment ce qu'il faut protéger en premier. Mais après, il y a d'autres choses qui comptent aussi beaucoup, notamment parce que c'est toujours un deal avec le parent quand on ouvre un compte dans une néobanque de jeunes. Les risques cyber sont réels. La cyberprotection, c'est devenu un phénomène sociétal. On a des produits qui vont venir
protéger ça, mais de façon smart, là encore une fois, c'est-à-dire avec un système de prévention, d'alerting des parents quand il se passe des choses sur les réseaux sociaux, en screenant ce qui se passe, détection de contenu haineux. Bon, voilà, là on amène de la valeur, on amène du service, et c'est ça qui est intéressant. Après, sur d'autres types de profils de banque, on va pouvoir en effet utiliser la donnée. Et si on décide, pour une banque qui a un positionnement très shopping, carte shopping, d'assurer les biens qui sont achetés, et ben on va pouvoir le faire là encore. Je veux dire, quand on regarde un peu un parcours client bancaire, on doit pouvoir lire tous ces moments de vie importants. Enfin, j'ouvre un compte, j'émets une carte, et puis après, j'épargne, j'emprunte, je consomme. Tout ça, ça doit être de l'or à exploiter pour qu'on puisse proposer des choses intelligentes aux clients. Ouais, je dirais que le gros travail, et ce qui est possible, hein, parce qu'on a tous été acheter de l'électroménager ou des devices dans les enseignes, hein, qu'on connaît tous. Moi, je redoute, c'est l'après, quoi. Quand on a choisi l'appareil, il faut que je passe une demi-heure avec la personne pour expliquer que son assurance, je la trouve pas top. Il y a 14 cas, conditions d'exclusion, machin. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je constate que la personne fait son taf, quoi. Mais j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs pour la personne. Mais bon, bref, c'est compliqué. Et l'avantage, c'est que on peut vraiment amener ces impressions là, aiguilles là, qui sont derrière les staffs, machin, à la préhistoire, et, et justement transformer ça au moment de l'achat. Utiliser les infos qu'on a pour dire voilà, lui, je sais qui c'est, j'ai compris. Voilà, je vais lui proposer ça, et ça va l'intéresser, et ça va être bien perçu. Tu vois, pour éviter la demi-heure pénible à chaque fois pendant un achat ou pour conclure un achat. Et là, je crois que là, pour le coup, on est le momentum. Voilà, quand on dispose de la data d'achat et de paiement, on a un momentum là précis. Et si on connaît un petit peu son client, et c'est ce qu'on souhaite faire en tant que fintech, c'est apporter vraiment de l'expérience utilisateur. Là, on va savoir normalement lui présenter quelque chose qui devrait faire, qui devrait résonner. Voilà. Très clair pour ces cas d'usage un peu actuels. Mais si on va un peu plus loin sur 2025-2030, quelle typologie de use case on pourrait imaginer? Encore une fois, on est dans le prospectif, mais quelle typologie de use case on pourrait imaginer sur 2025-2030 avec l'ensemble des datas qu'on peut collecter? Là, on est sur des produits d'assurance relativement simples. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur 2025-2030? Bah, je dirais qu'il y a peut-être encore une étape de plus à franchir, c'est en effet la prévention. Là aujourd'hui, on sait être proactif parce quand on détecte, on sait venir vers le client, lui dire il s'est passé quelque chose, hein. Je reprends l'exemple du voyage tout à l'heure. Potentiellement, on sera capable de prédire des événements encore un peu plus qu'aujourd'hui, et donc aller proposer des assurances parce qu'on sait qu'il y a un risque un peu plus évident, une personne un peu plus exposée en fonction de son lifestyle, en fonction de ce qu'il est amené à faire, amené à consommer. Et c'est ça, je pense, ce qu'il y a devant nous. On aura des éléments de compréhension, donc comprendre et agir. À partir du moment où on comprend mieux, qu'on a plus de recul, on pourra mettre au bénéfice des personnes tout ce recul qu'on va accumuler, cette agrégation de data qu'on pourra faire et construire des cas d'usage. Je pense que on parle beaucoup d'embedded finance, embedded assurance, très bien. On commence à parler de la finance décentralisée, ça va suivre, hein. Je veux dire, je crois qu'on est rentré dans une période où il faut se préparer à beaucoup de changements de cas d'usage. Et je commence à entrevoir, moi, des choses qui arrivent, même pour Trésor, où des fois j'explique à mes équipes que peut-être que l'API s'est déjà dépassé. Enfin, il faut faire attention, il y a des choses qui vont arriver. Voilà. Et donc, on est au point culminant de quelque chose, et on est en train de se dire, tiens, le changement, c'est peut-être, c'est pas pour dans longtemps. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, on aura plus de capacité à comprendre, et donc, il y aura beaucoup plus besoin de temps réel, et il faudra apprendre aussi à décentraliser les décisions. Et donc, tout ça fait que surtout les parcours devraient beaucoup évoluer. Et ça ne sera possible que si on maîtrise les chaînes de décision, et si on maîtrise bien la data. Et là, encore une fois, les régulateurs sont assez présents quand même pour donner des cadres. C'est important, parce qu'on ne pourra pas tout faire à n'importe quoi avec ces mécanismes-là. Mais effectivement, forcément, quand on va souscrire à un crédit, on souscrit pas longtemps après à une assurance, ou quand on achète un produit, on peut aussi se dire je vais l'assurer. Mais on pourrait aussi avoir voilà, des choix d'assurance différents, etc. Donc, je pense que l'offre va se compléter de manière
assez violente, quoi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de propositions sur le marché, quoi. Est-ce qu'il y a des typologies d'assurance en particulier auxquelles tu penses, Eric, qui pourraient arriver demain? Ouais, moi je pense que il y a des comment dire, il y a des barrières, il y a certaines assurances, il y a certaines barrières parce que les cas d'usage sont complexes. Je pense à les assurances emprunteurs, par exemple, des cas comme ça. Je suis persuadé qu'on va voir des parcours clients très intéressants arriver dans pas longtemps. Et c'est le sens de l'histoire, en fait. C'est le sens de l'histoire. Les aléas climatiques aussi, hein. Enfin, on voit que c'est quand même un phénomène de fond, des choses qui se répètent. Et je parlais tout à l'heure de prédictif. Ça, c'est des choses qu'on va être capable de prédire de mieux en mieux et effectivement, du coup, d'anticiper et de venir couvrir les clients contre ces aléas climatiques. Merci beaucoup, messieurs. On est dans les temps. Merci. Merci.